Bonsoir à tous. Bonsoir, je me présente Moïse Mendeneux, créateur de Stadium. Comme publié sur la page, je vous invite ce soir à débriefer le match de nos Panthères du Gabon, aujourd'hui à Franceville contre la Centrafrique. Je tiens à dire que je n'ai aucun droit sur la musique jouée. Le titre c'est Moupal Damoukat de l'ordre des Commandos des Mat Seigneur Lyon, un son que j'aime bien. Donc aujourd'hui, les Panthères se sont imposés à Franceville, ce qui est un réel soulagement, il faut le dire quand même, après la défaite au Maroc d'entrée. Donc je vous attends nombreux et nombreuses pour débriefer ensemble, pour discuter ensemble de foot, de notre équipe nationale et des perspectives des prochaines échéances. Alors, pour ce qui est du programme, je l'ai mis. D'abord, chacun donnera les points à retenir. Je lirai en même temps vos commentaires. Et voilà. Chacun mettra les 3 points qu'il retient de ce match. Ensuite, on analysera le match dans sa globalité. Enfin, vous donnerez vos tops et vos flops. Enfin, on discutera aussi de Bouanga, qui a fait un match particulier quand même ce soir, un match qu'il faut souligner. Parler des 2 facettes de Bouanga, parce que certains le critiquent, notamment parce que on trouve qu'il est un peu trop personnel, moins collectif. Pourtant, c'est quand même lui qui est souvent la source de beaucoup d'occasions des Panthères du Gabon actuellement. Et enfin, on discutera de la perspective des prochains matchs des Panthères pour ces mêmes éliminatoires de la CAN. Je vous laisse encore arriver dans le live. Je vous laisse arriver dans le live, prenez place. Donc oui, on pourra aussi évoquer dans le dernier, j'ai oublié de vous dire, dans la dernière partie du live, tous les sujets liés à l'équipe nationale que vous souhaiterez aborder. Alors moi aussi je m'installe. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Donc je vous laisse arriver dans le live. N'hésitez pas à inviter vos connaissances pour qu'on puisse débattre, passer un bon moment ensemble autour de l'équipe nationale, autour du football. C'est ça aussi les valeurs du sport. Le partage, la fraternité. Voilà, on essaie de confronter nos opinions tout en nous respectant les uns les autres. Voilà, c'est ça le foot. On est là parce qu'on aime le foot, on est là aussi parce qu'on aime le football gabonais et l'équipe nationale du Gabon. Donc n'hésitez pas à inviter vos proches, n'hésitez pas à inviter vos amis à venir nous rejoindre sur le live pour que nous soyons plus nombreux encore chaque jour. Vous êtes sur Stadium, je m'appelle Moïse Mendeneux, créateur de Stadium. Allez. Merci à l'ordre des Commandos, merci à Mat Seigneur Lyon de nous avoir accompagnés avec ce titre que je rappelle Moupal Damoukat. C'est un titre que j'aime bien, notamment parce qu'il chante dans les langues de chez nous. Donc nous allons commencer pour l'analyse du match des Panthères du Gabon. Aujourd'hui, les Panthères affrontaient la Centrafrique à Franceville pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN. Donc c'était un match qui avait déjà un enjeu particulier parce que en première journée, les Panthères avaient perdu contre le Maroc 4-1, donc il fallait qu'il y ait une réaction. Et je dois dire que ce que j'ai pu observer, c'est que l'ambiance n'était pas, l'ambiance tout autour de l'équipe nationale, pas forcément dans l'équipe nationale, mais l'ambiance tout autour de l'équipe nationale n'était pas forcément favorable à la sérénité, parce que
forcément, les joueurs avaient la pression, ils avaient la pression du public après la défaite contre le Maroc. Ils ont eu la pression aussi du résultat, parce que il faut gagner. Hein. On vient de perdre le premier match, on joue le second, contre un adversaire dit direct, comme l'a dit le sélectionneur Thierry Mouyouma, parce que le premier adversaire, certes, c'est vrai que c'est le Maroc qui est favori, mais il est surtout qualifié en tant que pays hôte. Donc voilà. Donc nos adversaires dans cette poule, c'est certes le Maroc parce qu'il faut prendre les points contre pour être le mieux au classement, mais c'est surtout la Centrafrique et le Lesotho. Donc c'était un match assez particulier, dans une ambiance particulière. C'était le retour de l'équipe nationale au pays après de longs mois sans les voir jouer à la maison. À côté de ça, il y avait aussi la visite du ministre des Sports. Hein. Je ne sais pas si ça peut aider, on aura l'occasion de parler dans un projet là peut-être de ces visites qui sont censées motiver, mais qui, je ne sais pas si elles viennent aider mentalement les joueurs dans la mesure où ils savent déjà, ce sont des professionnels, ils savent déjà quels sont les enjeux. Est-ce que leur ajouter cette pression supplémentaire les aide? Je n'en suis pas convaincu. Donc, allez, on rentre le plein pied dans le live. Donc, on va commencer par mes 3 points. Hein, mes 3 points, c'est les points principaux, l'essentiel, c'est d'abord la victoire, les 3 points. Il fallait qu'on gagne. On n'avait pas le choix. Après la défaite contre le Maroc, on courait le risque de voir la Centrafrique et le Maroc s'est détaché parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le Maroc hier a gagné 1-0 contre le Lesotho. Un Maroc remanié largement parce qu'il y avait 9 joueurs différents de l'équipe qui nous avaient affrontés vendredi dernier. Donc voilà. Bon, il a failli faire rentrer les titulaires pour décanter la situation dans le traditionnel. Et la Centrafrique avait déjà 3 points. Elle avait battu le Lesotho 3-1. Donc nous, si on devait remporter nos premiers points dans la poule, et c'est chose faite. Donc par le choix, le coach sélectionneur Thierry Mouyouma et ses joueurs. Ensuite, l'autre point que je retiens, c'est la 0 but encaissé. La défense fait suffisamment parler d'elle depuis un moment, la défense de l'équipe nationale du Gabon. On a eu mal, que ce soit lors des derniers matchs amicaux ou les derniers matchs de compétition, on a eu du mal, on a encore vu contre le Maroc. Hein. On a eu du mal à terminer un match sans encaisser le but. Aujourd'hui, c'est clean sheet, même si, il faut le reconnaître, la Centrafrique aurait pu marquer à un moment donné. Il y a eu un face-à-face manqué par l'attaquant centrafricain, mais finalement clean sheet avec une charnière reconduite et une défense à peine remaniée parce qu'il y a eu juste Anthony Oyono qui a débuté sur le banc et Jérémy qui a débuté en tant que titulaire. Donc ça aussi c'est positif pour la confiance parce que pour aller loin il faut une bonne défense d'abord, je pense, pour se qualifier. Il faut une très bonne défense et il faut une attaque réaliste. Et le troisième point que je retiendrai, il est en rapport avec le tout premier, les 3 points, c'est le classement, le Gabon qui revient dans le classement, parce que c'est un mini-championnat. On remonte au classement, on revient dans la course. Voilà. Donc, je lis en même temps vos commentaires. Pour ce qui est de l'analyse du match, bonjour à Michael Berger et Ngangoy. Voilà. Pour ce qui est de l'analyse du match en lui-même, bon, il faut toujours, moi j'essaierai toujours de mettre la performance sportive sur le terrain en rapport avec le projet de jeu du coach. Le sélectionneur veut une façon de jouer bien spécifique pour l'équipe nationale du Gabon, avec beaucoup de possession de balles, hein, avec un jeu fondé sur la patience et sur, comment dirais-je, une expression collective visible sur les attaques qui partent de notre défense jusqu'à la surface des réparation adverse. Donc, peut-être moins de transition, même s'il y en a, on prend, puisque c'est l'occasion de but. Mais donc, on mettra toujours la performance du match en rapport avec le projet de jeu. Donc, quand j'observe la performance de l'équipe nationale du Gabon, je dirais que, en ce qui concerne la possession de balle, ça a été un peu équilibré. J'en veux pour preuve les statistiques. Je crois que, si je vois bien, là, c'est 51% pour le Gabon, 49% pour la Centrafrique. Donc, c'est plutôt 50%. Donc, malgré le fait qu'on joue à domicile, malgré le fait qu'on avait besoin de points, avec toute l'envie qu'on y a mis, parce que marquer 2 buts en première mi-temps, c'est parce qu'on avait envie, on a eu du mal à imposer notre style de jeu, le style de jeu prôné par le sélectionneur. La faute aux adversaires déjà,
hein, qui ne sont pas venus, comme je l'ai dit lors de mon précédent live, après le match du Maroc, qui ne sont pas venus recroqueviller dans leur défense et jouer en transition offensive. Ils sont vraiment venus eux aussi pour faire du jeu. Eux aussi avaient certaines certitudes dans leur jeu. C'est aussi ce qui a favorisé justement un certain type de jeu qui n'est pas celui que veut imprimer le sélectionneur. Mais je pense que c'est plutôt comme ça qu'on a joué aujourd'hui. Donc la faute à un adversaire qui est venu faire du jeu, mais la faute aussi à certaines choses qui sont encore récurrentes, comme les déchets techniques. Il y a eu encore quelques passes qui ont été ratées, comme la statistique par exemple de 76% de précision de passe. On a vu que dans ce domaine-là, on a encore des progrès à faire. Le côté positif, c'est que le milieu de terrain qui avait complètement, qui était quasiment transparent, même je dirais transparent contre le Maroc, cette fois le milieu de terrain a été assez performant, hein, suffisamment en tout cas pour nous faire gagner le match, suffisamment pour nous faire tenir à minima le ballon, donc 50% de possession de balle, contrairement au match du Maroc où on était complètement dominé dans cette ligne de statistiques. Donc voilà. On n'a pas pu mettre en place notre jeu selon les consignes, selon la volonté du projet de jeu du sélectionneur. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que l'équipe s'est adaptée par rapport à l'adversité. L'équipe n'est pas restée figée. J'ai observé que on a utilisé les transitions, du coup, les contre-attaques, si vous préférez. On a utilisé beaucoup de contre-attaques. On a été très dangereux dans ces phases de transition défensive, offensive. On a mis beaucoup l'équipe adverse en difficulté parce que comme elle jouait, elle se projetait aussi. Et du coup, quand on récupérait le ballon, on avait l'opportunité avec la vitesse de nos attaquants, de faire mal à l'adversaire. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça, en observant les matchs de la Centrafrique, je pense que c'est pour ça que le Thierry Mouyouma a reconduit la même attaque que contre le Maroc. Parce que comme je l'avais dit dans mon précédent live, ce n'était pas tant... offensivement, tout n'était pas ajouté contre le Maroc. Tout le match n'était pas ajouté. On s'est créé beaucoup d'occasions. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains fans marocains qui m'avaient dit que ça faisait longtemps que Yassine Bounou, le gardien du Maroc, n'avait pas fait autant d'arrêts décisifs dans le même match. Donc, c'est-à-dire que tout n'était pas ajouté. Mais ce qui manquait, c'était l'efficacité devant les buts. Même aujourd'hui, on l'a encore vu. Ce qui m'amène au troisième point. Bon, pour finir ce point-là, donc on a joué plutôt en transition, on lançait nos flèches qui arrivaient à causer des problèmes à l'équipe adverse. Contrairement au match contre le Maroc, là on a vu un peu plus une meilleure coordination offensive, même si pour moi on est encore loin de ce qu'on pourrait faire. Hein. Si on veut imposer notre jeu, il faut une coordination offensive, mais linéaire, fluide en fait. Parce qu'il s'agit de mener des attaques placées depuis notre défense à la surface de réparation adverse. Donc, il faut une coordination intersectorielle linéaire entre le gardien et sa défense, entre la défense et les milieux, entre les milieux et les attaquants. Et non seulement intersectorielle, mais entre les joueurs du même secteur, en fait. La même ligne, la ligne défensive, milieu et défensive. Donc, voilà. Donc, ce n'était pas encore le cas aujourd'hui, ce n'était pas encore tout à fait fluide, mais en attaque, on a pu remarquer des combinaisons de passes, ce qui a abouti d'ailleurs au but. J'en veux pour preuve le but de Xavi Babika, qui vient de quoi? Qui vient d'un décalage, je crois, réalisé par Kanga, un milieu de terrain, une pénétration de Bouanga qui centre pour un autre attaquant, son attaquant à l'opposé, son partenaire qui est à l'opposé de l'attaque. Donc ça c'est une bonne chose. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux dans ces domaines. C'est encore trop séquentiel. C'est encore trop par moment. Donc voilà. Un autre point dans l'analyse du match. Oui, voilà, ça c'est le point. On va dire, comme on dit, mi-figue, mi-raisin. C'est l'efficacité devant les buts. Voilà. On a marqué 2 buts, c'est très bien. On a la victoire, c'est bien. Mais je pense qu'on aurait pu marquer 3, 4 et peut-être même plus de buts pour soigner le goal average, déjà pour rattraper le goal average négatif concédé contre le Maroc et peut-être même pour faire plus. Donc c'est ce côté tueur là devant les buts qui nous a manqué aussi aujourd'hui. Alors on l'a eu, il y a eu un penalty transformé directement par Aubameyang, bravo à lui.
et un but de Chalil Abika, un but qui d'ailleurs va lui faire beaucoup de bien au moral, parce que avec sa sortie médiatique, il s'est exposé, il faut le dire, et avec le match contre le Maroc, ben, il a eu des retours négatifs sur Internet. Je pense que les joueurs, contrairement à ce que certains joueurs peuvent dire, ils lisent les réseaux sociaux, ils sont au fait de ce qui se dit, donc ils sont forcément au courant de l'appréciation des joueurs. Donc ça va lui faire du bien. Donc il faut encore progresser là-dessus, sur l'efficacité devant les buts, sur la cohésion offensive. On a beaucoup parlé après le match du Maroc des pénétrations de Bonda qui parfois oublie ou ne voit pas ses partenaires, donc ça on en reparlera tout à l'heure, mais il y a encore du progrès à faire. Donc, dans le projet de jeu que veut mettre en place Thierry Mouyouma, ce projet de jeu basé sur une grande possession de balle, il y a encore des progrès techniques à faire, il y a aussi des progrès dans la mobilité des joueurs, parce que ça exige d'être extrêmement mobile. Toujours, il faudrait que le portier ait toujours 3 à 4 solutions de passe au minimum, donc beaucoup de mobilité, ce qui pourrait coïncider avec la typologie de nos joueurs, qui sont capables de courir longtemps, mais il en faut encore plus. Donc voilà, et beaucoup plus de communication, de lien, beaucoup plus d'expression, une meilleure expression collective. Voilà. Donc on sent bien que c'est une équipe qui joue ensemble, qui a l'habitude de jouer ensemble, et pas faire des attaques par à coup. Des séquences de 1 minute où on joue bien, après on passe à les séquences où il y a en 1 minute tu as 3, 4, 5 pertes de balles. Trop de déchets. Voilà. Donc c'est ce que je pouvais dire sur l'analyse du match. Après, défensivement, ça n'a pas été simple pour notre défense. On a encore pu voir qu'on pouvait être mis à défaut par la vitesse. Hein. On l'a vu contre le Maroc, l'attaque du Maroc. On l'a encore vu aujourd'hui, l'occasion de l'attaquant centrafricain qui s'est posé devant Mbaba. Si la main, peut-être qu'on se prend une fin de match difficile. Donc, il y a le pardon des marquages, il est sur le côté, je crois, de Jérémy Oyuno, je crois bien, si c'est pas Anthony, mais je crois que c'est Jérémy, à ce moment-là. Et il fait une course oblique dans le dos d'Apinangoy, et on lui donne le ballon entre Apinangoy et Alex Moketou. Il va au but, et il a tout le temps, il a tout le loisir d'ajuster Mbaba. C'est lui qui, heureusement pour nous, a été maladroit. Il avait même le temps d'aller l'éliminer. Tellement on avait été pris à défaut. Alors, ce n'est pas souvent arrivé, certes, mais c'est quand même arrivé, il faudra faire aussi attention à ça. Hein. D'où peut-être la volonté de certains fans des Panthères de mettre un peu plus de sang neuf, comme les Urim Chemboula qui sont peut-être un peu plus rapides en défense centrale. Ça se discute, c'est un autre sujet. Un autre point que j'ai relevé, mais qui est un peu moins dans l'analyse tactique, qui est plutôt dans la performance individuelle, j'ai l'impression que le match contre le Maroc a un peu fissuré la confiance de Loïs Baba. Parce que aujourd'hui, il a paru fébrile parfois sur les balles aériennes. Je ne sais pas si vous avez fait la même observation que moi. Je me trompe peut-être, parce que vous savez, vous êtes comme moi, vous regardez un match, on n'est pas forcément toujours concentré, même quand on le voudrait. Mais il m'a paru un peu fébrile sur les balles aériennes. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. J'espère que le début du championnat en Côte d'Ivoire, qui est, je crois, pour ce mois de septembre, va lui permettre de retrouver la confiance d'enchaîner les matchs, de réaliser de bonnes performances. Donc voilà, c'est un petit point comme ça, mais j'espère qu'il ne perdurera pas dans le temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des réactions? Donc non, pas pour le moment. Donc je vais poursuivre alors. Donc l'idée c'était de vous laisser d'exprimer vos tops et vos flops du match. Bon, moi je vais donner les miens. Je pense pas qu'il y ait réellement de flop, hein. Mais dans les tops, pas parce qu'on a gagné, mais la performance collective était plutôt satisfaisante. Elle n'était pas non plus magnifique, hein. Faut pas non plus exagérer, mais elle était satisfaisante. Elle a donné satisfaction, la victoire est au bout, clean sheet pour Mbaba, clean sheet pour la défense qui l'accompagnait, donc c'est très bien pour la confiance offensive et défensive. Mais bon, tout n'a pas été parfait, mais dans les tops, je mettrais Denis Bonga,
Denis Bouanga a été très généreux dans l'effort aujourd'hui. Il ne s'est pas économisé. Il n'a pas toujours fait les bons choix, certes, mais il a été décisif. Hein. Pardon, et il a souvent été à l'initiative. Parce que ça, c'est une qualité qu'il a avec Djima Divina, qui fonde des joueurs différents dans la sélection gabonaise et qui peut-être pourra apporter le jeune Mario Lemina, s'il prend du temps de jouer en club, parce qu'il faut mériter la sélection, cette qualité de provocation, de prise d'initiative, de prise de risque. Et c'est important parce que c'est ça qui fait le déclage, c'est ça qui fait la décision, c'est ça qui met à défaut l'équipe adverse. Surtout si on tombe sur une équipe recroquevillée dans sa défense, ça, comme ça pourrait être le cas du Lesotho. Hein. Le Lesotho, c'est ce qu'ils ont fait globalement contre le Maroc hier. Hein. Ils étaient recroquevillés dans leur défense et ils lançaient des transitions offensives. Donc, ça peut être tout à fait le type de match qu'on aura contre le Lesotho en octobre prochain pour les troisième et quatrième journées. Donc il faudra à ce moment-là qu'il y ait des joueurs qui éliminent. Et Bonga a été performant là-dessus. Il a souvent provoqué, souvent gagné ses duels, il a souvent été dangereux, même si, et bon, par moments, il aurait pu décaler un partenaire mieux placé. Je pense notamment à Kanga en première mi-temps. Je crois aussi Xavi Rebeka à un moment donné. Il a choisi la solution de tir dans un angle très compliqué. C'est un axe d'amélioration pour lui. Hein. Ben bon, il faut comprendre sa situation. On en reparlera tout à l'heure pour l'évoquer. Mais bon, voilà, il y a lui et Alemina qui sont dans ce registre-là. Et je trouve malheureusement que, je me trompe peut-être, que c'était un profil qu'on n'a pas beaucoup en équipe nationale. Xavi Babika, par exemple, est moins dans ce profil-là. C'est plus un joueur d'élimination par vitesse, plutôt que un joueur qui réalise des figures techniques complexes pour éliminer son adversaire. Donc voilà, donc dans les tops, je mettrais Diedi Bouanga. Dans les tops aussi, je parle vraiment tout en haut, je mettrais Gaylor Kanga, inévitablement. Déjà contre le Maroc, mais encore plus aujourd'hui, ce soir contre la Centrafrique, c'est le milieu de terrain qui met l'équipe du Gabon dans le sens du jeu. Et ça, c'est important quand on veut gagner un match, parce que il faut pas oublier, l'objectif c'est quoi? C'est d'aller dans la surface adverse et de marquer le but, d'aller voir les buts adverses. Et lui, il est l'un de ces milieux qui arrive à nous mettre rapidement dans le sens, par une touche, par un contrôle, sur un contrôle, ou même sur une passe, à nous mettre rapidement dans le sens de la marche, dans le sens offensif, sans qu'il y ait besoin de faire plusieurs passes au milieu de terrain. Alors, forcément, quand on joue comme ça, ben, il rate aussi beaucoup de passes. Il rate beaucoup de passes, mais c'est ça la prise de risque. C'est ça le foot. Hein. C'est la créativité à un prix. C'est que ben, parfois tu peux rater quand tu veux être créatif, quand tu veux débloquer une situation. Donc, lui, ce serait de ne pas abuser non plus de justement ces passes, ces transversales vers l'avant ou ces passes dans la profondeur. Mais encore une fois, aujourd'hui, il a été performant. À chaque fois quand on avait besoin de se mettre dans le sens de la marche, parce que c'était à nous de faire le jeu aujourd'hui. Hein, on avait déjà perdu le premier match, c'est nous qui jouions à domicile, c'est nous qui devions gagner. Il était présent et il a fait. Dans le top aussi, je mettrais un petit peu, peut-être un ton en dessous, vous me direz ce que vous en pensez. Banyama, qui n'était pas là au premier match, j'avais que comprendre qu'il avait un pépin physique, et c'est pour ça qu'il n'avait pas pu jouer, à confirmer, qui lui aussi mettait de la sérénité quand il avait le ballon. Parce que, bah, je le répète, on met la performance en rapport avec le projet de jeu. Le projet de jeu, c'est d'avoir le ballon. Et bah, souvent, on était un peu dans que de la transition. Transition off-def, def-off. Et lui, il arrivait à faire ce qu'on appelle au pays temporiser, hein, calmer, ressortir le ballon proprement, nous permettre de le garder un peu plus longtemps. Et ça, ben, c'est précieux, notamment athlétiquement, parce que les attaquants, ils peuvent pas faire tout le temps ces courses de projection. Et après, il faut revenir défendre pour aider l'équipe, revenir reconstituer le bloc derrière. C'est pas toujours évident. Donc, avoir un milieu comme ça qui tient un peu le ballon, c'était assez intéressant. Donc voilà, je ne sais pas quels sont vos tops et vos flops. Dites-le moi en commentaire pour que nous puissions les partager. Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez? Donc, voilà, je poursuis. Donc voilà, ça c'était mes tops. C'était mes tops parce que les flops,
Je ne pense pas qu'il y en avait beaucoup, les flops. Donc, pour moi, je n'en ai pas vu. Un joueur qui était complètement à côté de son match, je n'en ai pas vu. Donc, ce qui m'amène au troisième sujet, le sujet Denis Bouanga, que j'ai intitulé Dr Bouanga et Mister Denis. Alors, pour moi, c'est le facteur X de l'équipe nationale sur ce rassemblement. C'est le joueur qui était capable de faire la différence balle au pied. Hein, parce que avec le temps faisant, l'âge faisant, Aubameyang devient de plus en plus finisseur, beaucoup moins. Il participe beaucoup moins à la construction du jeu. Il est beaucoup plus désormais dans la finition. Donc, Bouanga, il est l'un de ces joueurs-là qui est capable de faire la différence, comme je l'ai dit, techniquement, par la vitesse, capable de pénétrer dans la surface. Et aujourd'hui, il a posé bien des problèmes à la défense adverse. Alors, mais le souci, c'est qu'il lui a fait le reproche, à juste titre d'ailleurs, de parfois être dans la pénétration dans la surface et oublier ses partenaires mieux placés. C'est-à-dire, il fixe bien et il ne fait pas la passe qu'il faut alors qu'il y a des partenaires qui, du fait qu'il a pénétré d'ailleurs dans la surface, il y a des partenaires qui sont démarqués, qui sont mieux placés pour finir l'action. Donc c'est un reproche qui est juste, à mon sens. C'est l'un de ses axes d'amélioration, comme je l'ai dit. Donc oui, c'est vrai, Bouanga devrait progresser là-dessus, prendre plus de maturité. Il serait temps d'ailleurs, parce que sinon on ne parle plus d'un jeune joueur de 20-21 ans, on parle d'un joueur déjà désormais confirmé, l'un des meilleurs joueurs de la MLS, meilleur buteur de l'année derrière la MLS par exemple. C'est plus un joueur, c'est plus un jeune joueur tout frais qui doit encore apprendre les rudiments du métier d'attaquant. Donc là-dessus, Bouanga, il faut progresser. Par contre, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que justement, il apporte ça. Il apporte cette provocation, il apporte ce caractère décisif, il apporte cette vitesse dont on a besoin pour faire la différence. Pour faire la différence, il faut créer un décalage, il faut surprendre l'adversaire, il faut un changement de rythme, et lui, il est là pour ça. Donc, alors, est-ce que le fait d'être généreux dans ces efforts-là, parce que faire de la vitesse, c'est puiser beaucoup athlétiquement, est-ce que cela entraîne chez lui un manque de lucidité au moment de finir? C'est une question. Même si moi, je pense qu'un joueur de son niveau, je pense qu'il les voit, les partenaires démarqués. Simplement, il a confiance en lui. Il sait qu'il est capable de marquer des buts dans des situations compliquées, comme il le fait en MLS. Parce que ça aussi, il faut mettre sa performance en rapport avec ce qu'il fait en club. Comme il le fait en MLS, il arrive à finir les occasions dans des situations un peu complexes. Sauf que sur ce rassemblement, que ce soit contre le Maroc ou contre la Centrafrique, ça ne lui a pas souri. Néanmoins, malgré le fait qu'il n'ait pas marqué le but, il a quand même il a provoqué le penalty qui amène le but contre le Maroc. Voilà. Il a provoqué un penalty qui amène le but ce soir et il est passeur décisif sur le but de Chaly. Donc, Chaly Babika. Donc, c'est le facteur X. Bouanga devrait seulement gommer ce manque d'efficacité, ces mauvais choix dans la surface, et continuer comme ça, poursuivre ce qu'il fait déjà de très bien dans la provocation, dans la prise d'initiative pour décanter les situations et déséquilibrer les adversaires. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de Denis Bouanga. Alors, on a besoin, pour ma part, mon observation, c'est qu'on n'a pas assez de profils de ce type. Provocateurs, comme Bouanga, comme Alevina, comme ce que pourrait apporter, je répète, Noah, Lemina, s'il est performant en club. Voilà, parce que c'est intéressant de toujours avoir des personnes qui arrivent à éliminer l'adversaire. Donc, c'est un profil qui pourrait être intéressant, à condition, bien sûr, que ces joueurs-là ne rendent pas amoureux de leur dribble. C'est-à-dire qu'ils sachent que le dribble est un instrument qui sert à créer un décalage pour permettre à un partenaire d'être mieux placé pour finir l'action. Donc, c'est juste ça à prendre en compte, parce que je parle de Bouanga, mais même s'il n'est pas là, j'aurais pu parler d'Alevina aussi, qui est dans le même registre, peut-être qu'il fait plus de figures techniques complexes, mais qui lui aussi, parfois, il exagère. Il fait le dribble de trop, la touche de trop, le passement de jambes de trop, alors que les partenaires, il a déjà créé le décalage, les partenaires sont déjà démarqués, et voilà.
Donc oui, il faut créer, je pense même qu'il faut créer des profils comme ça au pays. Et là, c'est le rôle, la direction technique nationale, hein, d'identifier les profils dont nous avons besoin en équipe nationale et de former les jeunes pour satisfaire aux besoins de l'équipe nationale. Voilà. Donc c'est le travail de la DTN. Mais je crois que là, il y a un filon à exploiter avec la jeunesse qui a au Gabon, sachant que le geste technique, nous les Gabonais, nous aimons le geste technique, donc l'environnement est favorable pour le faire. Mais là, il faudrait non seulement un travail de la DTN, la Direction Technique Nationale, mais aussi des compétitions. On en revient toujours, des compétitions aux jeunes pour permettre à ces jeunes-là d'exprimer leur qualité, de s'épanouir et après d'aller alimenter l'équipe nationale dans les profils dont a besoin l'équipe nationale. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous pensez du match de Dedi Bouanga. Je vais lire un peu vos commentaires. Donc, il y a Terence Vewago qui me dit Bouanga, beau match, mais toujours mauvais. Je ne sais pas, Terence, si tu peux développer un peu ta remarque sur Bouanga. Il y a Michel Berger Ngangoy qui nous dit que Bouanga est l'homme du match. Oui, je le pense aussi. Je le pense aussi. Il a été l'homme du match. Une passe décisive et un penalty récolté. Oui, je pense que il a été l'homme du match. Pour moi, je pense qu'il a été l'homme du match. Donc, est-ce qu'il y a d'autres réactions sur Bouanga, docteur Bouanga et Mister Denis, sur cet équilibre qu'il doit avoir entre le dribble et savoir à quand donner le ballon. Donc, je voulais vous dire, si vous souhaitez appeler sur WhatsApp, je vous donne le numéro pour qu'on puisse discuter, je vous mets en haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre, pour que ce soit un peu interactif. C'est le 06 68 24 88 01. Je répète, 06 68 24 88 01. Je vous mets en haut-parleur, on échange. Et on est là pour ça. Je suis là pour ça, pour vous permettre à vous, supporters des Panthères, de vous exprimer, mais de donner votre point de vue. Donc, Terence Bevega vous précise. Merci à Terence, à toi, je te tutoie. Hein. Merci à toi de préciser. Bouanga gratte trop le ballon, il peut vite faire la passe. On est d'accord. C'est ça, justement, l'équilibre que Mister Denis doit trouver pour devenir docteur Bouanga. C'est-à-dire cet équilibre-là entre cette justesse, en fait, c'est la justesse de jeu. Donner quand il faut donner, tirer quand il faut tirer. Et ne pas forcer un tir alors qu'on est dans un angle hyper compliqué. Et surtout, alors qu'il y a des partenaires qui sont mieux placés et en nombre. Parce que là, sur l'action dont je parle, Terence par exemple, je pense que tu as regardé le match comme moi, sur l'action dont je parle, là où Bouanga est démarqué, il n'est pas seul. Je crois qu'il y a Aubameyang aussi qui est démarqué et qui arrive lancé. Donc, il aurait pu faire honnêtement un meilleur choix et on aurait pu se ménager, faire le match avec plus de buts. Donc, voilà, il faut pas que Bouanga, peut-être que c'est psychologique, il faut trouver le levier. Il faut pas que Bouanga pense que il est déjà mis un cadre, il fait déjà désormais partie des joueurs qui doivent porter cette équipe, mais il faut pas qu'il oublie qu'il n'est pas seul à la porter. Il ne doit pas la porter seul. Et qu'il n'oublie pas qu'il ne pense pas que les Gabonais ne voient pas le travail qu'il fait quand il déborde, quand il élimine et tout. Mais les Gabonais, la passe décisive est devenue, elle est désormais valorisée dans le football mondial. On voit qui est le passeur. Donc les passeurs sont désormais valorisés, ce qui à mon sens est une bonne chose, parce que le football est un sport collectif. Il ne faut pas que Bouanga veuille à lui seul porter toute l'équipe. Oui, il doit porter l'équipe dans un sens, mais il n'est pas tout seul à la porter. Il doit s'appuyer sur ses partenaires pour porter l'équipe. Et l'équipe, on retiendra le passage d'un joueur que si l'équipe gagne. Parce que si vous ne gagnez pas, bon, les dribbles, les pénétrations, le fait de faire la différence, ben, ce sera un peu oublié. Donc voilà. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur Bouanga. Je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus, mais moi je pense qu'il est le facteur X. Il est celui qui peut faire basculer la rencontre dans un sens comme dans l'autre. Donc par exemple contre le Maroc, on aurait pu avoir un moins mauvais goal average, peut-être pas gagner le match,
mais avoir un moins mauvais goal average. Deux ou trois fois, il avait lâché le ballon à un partenaire mieux placé. Alors, si le partenaire mieux placé manque le but, ça c'est autre chose. Mais voilà, au moins, il a donné le ballon à un partenaire qui était en situation de tir au but et qui aurait pu marquer. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire sur Denis Bouanga. Je pense que Terence Vewagou partage la même opinion que moi sur le sujet. Bouanga est un atout pour l'équipe nationale, mais qui ne doit pas à lui seul vouloir porter toute l'équipe. Voilà, donc ce qui m'amène à penser à me tourner sur le match du Lesotho qui aura lieu. Attendez, je confirme la date. Alors, ce sera une double confrontation. Une double confrontation qui aura lieu le 7 octobre au Gabon et le 15 octobre au Lesotho. Bon, le Lesotho n'ayant pas le stade pour le moment, peut-être qu'ils en auront un, parce que là, le Lesotho a joué son match hier. Ils étaient censés recevoir le Maroc et ils ont joué à Agadir, dans le même stade dans lequel le Gabon a joué. Donc, ils ont joué leur match aller au Maroc, leur match à domicile au Maroc, entre guillemets. Donc, est-ce qu'ils joueront chez eux au match retour? Est-ce qu'ils auront, d'ici là, réussi à mettre en place un stade qui remplisse les normes? Peut-être, et là, ce ne sera plus tout à fait la même chose. Parce que si on va jouer au Maroc contre le Lesotho, ou en terrain neutre contre le Lesotho, c'est pas la même chose que de jouer au Lesotho. Forcément, il y a l'appui du public qui sera différent. Ce qui m'amène un peu à glisser sur un autre sujet, mais qui pour moi aussi est important, et le temps passant, je pense qu'il sera de plus en plus important. C'est le sujet des stades du Gabon, des grands stades du Gabon. Alors, nous sommes censés avoir un grand stade à Port-Gentil, hérité, les 16 stades hérités des CAN 2012 et 2017. Nous sommes censés avoir un grand stade à Port-Gentil, un grand stade à Franceville, un grand stade à Oyem, et au moins un grand stade à Libreville. Si je ne parle pas de l'éternel chantier qui est devenu le stade omnisport au Mabon. Donc, l'idée, c'est quand même d'emmener notre équipe dans les stades où elle aura un soutien populaire important. Aujourd'hui encore, on a vu première mi-temps. Je ne sais pas, parce que traditionnellement, les Gabonais, malheureusement, parfois on va au stade en retard. On arrive en deuxième mi-temps, mais c'était quand même, ça m'a fait un peu de la peine de voir le stade avec autant de fauteuils vides à Franceville. Alors que c'était un match important, alors que l'équipe avait besoin de l'appui populaire. Alors ceux qui étaient là, les supporters qui étaient là, nul doute qu'ils ont mis l'ambiance, qu'ils ont mis la motivation, qu'ils ont donné de la voix. Mais ce n'est pas la même chose quand un stade de 20 000 places pousse derrière son équipe. Là, l'équipe, elle fait des miracles. Là, l'équipe, elle emballe le match directement. Donc, la question se posera avec acuité de plus en plus sur l'état de réhabilitation des stades. Ce qui n'est d'ailleurs pas normal. Alors, sans rentrer profondément dans le sujet, on parle quand même des stades. Il y a un stade qui date de 2012, il y a des stades qui datent de 2012, d'autres de 2017. Donc, qui ont moins d'une décennie, c'est ceux-là, mais dans lesquels l'équipe nationale ne joue pas et n'a jamais joué. Donc voilà, et je parle par exemple de Libreville, la capitale du Gabon, là où il y a la ville la plus peuplée du pays, donc potentiellement là où il y a le plus de supporters d'équipe nationale. Libreville n'a pas pu jouer un match de l'équipe nationale depuis des années. Alors qu'on a besoin, l'équipe nationale a besoin de ce soutien populaire, a besoin de sentir que son peuple est derrière lui, que son peuple pousse derrière lui, que son peuple croit en lui. Donc vraiment là c'est un appel, c'est une bouteille à la mer comme on dit, aux autorités de faire le maximum, hein, j'ai vu quelques images, mais de faire le maximum de réhabiliter tous ces stades qui pourront aussi servir pour l'équipe nationale, pour la cohésion entre l'équipe nationale et son public, parce qu'il n'y a pas que Franceville, il n'y a pas que Libreville non plus. Il y a OIM, il y a désormais OIM, il y a désormais Port-Gentil. Il faut que l'équipe nationale joue dans ces stades. Et qu'il faut que les gens, les Gabonais de ces villes, ou proches de ces villes, voient l'équipe nationale. C'est important. C'est comme ça qu'on crée le lien entre l'équipe et les fans.
Et ça peut être à terme une source de revenus, pourquoi pas pour l'équipe nationale, qui en a bien besoin, pour la fédération qui en a bien besoin pour l'équipe nationale. Donc, dans la projection, la réception du Lesotho au Gabon, je n'ai rien contre Franceville, qui est une très belle ville, c'est le Gabon, mais il serait bien qu'on revienne au moins symboliquement à Libreville, que le stade de l'Amitié soit retravaillé, soit dépoussiéré, soit réhabilité complètement. Et quand je parle du stade, je parle de l'aire de jeu, de tout, absolument tout, soit totalement réhabilité pour la réception du Lesotho. C'est important, c'est un message qu'on doit envoyer. Le retour de l'équipe nationale à la capitale. Pour moi, c'est quelque chose qu'on tease très facilement. Et je suis persuadé que les Librevillois seront nombreux à aller au stade. Les billets se vendront très très rapidement. Hein? Franchement, je pronostique que si on met les billets en vente libre rapidement, au bout de 1 ou 2 journées, c'est fini. Parce que ça fait très longtemps qu'à Libreville, on n'a pas vu l'équipe nationale. Donc il faut penser à ça. Mais ne pas oublier les villes d'Oyem et le Port-Gentil. Donc toujours dans la perspective du match contre le Lesotho, ce sera une double confrontation comme je vous l'ai dit. J'ai déjà décrit un peu les différentes configurations. Alors, le Gabon recevra, il faut savoir où. Franceville est la première option, puisque le stade, lui, il est là, il est actif. Le Gabon recevra en premier et se déplacera ensuite au Lesotho. Donc, alors, à quelle équipe nous aurons affaire? C'est une équipe modeste qui joue ses qualifications avec les moyens qu'elle a, mais qui est capable quand même de faire preuve de discipline. Moi, je table plus sur un match comme celui auquel les Marocains ont dû faire face hier. Parce que, malheureusement, pour les Otages, quand ils ont joué contre la Centrafrique, ils ont voulu faire le jeu, ils se sont projetés, ils s'en sont pris 3. Ils ont joué recroquevillé et ils ont favorisé les transitions offensives. Ils n'en ont pris qu'un contre le Maroc. Dans la tête, si je me mets un petit peu à la place du coach du Lesotho, je dois me dire, peut-être que c'est plutôt comme ça qu'on devrait jouer, puisque j'ai joué contre la Centrafrique qui est censée être moins forte que le Maroc. J'en ai pris 3. J'ai joué un peu plus défensif et joué en contre-attaque contre le Maroc qui est censé être meilleur que la Centrafrique. Je n'en ai pris qu'un et en plus un autre temps additionnel. Donc, jouer contre une équipe comme le Gabon, qui est une équipe solide aussi, avec quelques atouts offensifs, peut-être qu'il vaut mieux pour moi que je joue défensif, notamment au match au Gabon. Donc on peut très bien avoir ce type de configuration de match où on a un adversaire qui est campé dans ces 40 derniers mètres et qui attend la moindre erreur pour jouer sur la vitesse de ses attaquants, qui sont plutôt rapides. Hein. Ils sont pas forcément hyper athlétiques dans le morphotype que j'ai pu voir, la morphologie des joueurs. Les autres, ils sont pas forcément athlétiques, mais par contre, ils sont vifs et rapides. Et on a vu que c'est aussi quelque chose qui nous cause pas mal de problèmes quand on est face à des joueurs rapides, notamment avec notre défense centrale. Donc voilà, c'est quelque chose à surveiller pour le prochain rassemblement. Je répète, normalement le 7 octobre et le 15 octobre, pour les 3e et 4e journées des éliminatoires. J'espère que d'ici là, on aura retrouvé les joueurs qui étaient forfaits. On a besoin de tout le monde. J'espère que d'ici là, certaines situations seront réglées. Je sais que beaucoup de joueurs ont parlé de retour de certains joueurs que j'aborderai tout à l'heure en divers. J'espère que ce sera réglé. Et bon, surtout qu'on ne sera pas amputé de joueurs par forfait d'ici là. Je lis un peu vos réactions. Michael Landry Orondo Anguillet nous dit « Salut Michel, pardon. Bonjour Michel, je te tutoie. Mouyoma tient là son match, référence, même si je pense qu'il est loin d'être l'homme de la situation. » Ça, c'est l'avenir qui nous dira, à mon avis, Michel. Mouyoma, quand même, je crois que c'est sa 3e victoire. De mémoire, je peux me tromper. Il y a pire bilan quand même. Donc, moi je suis quand même pour aborder le cas Mouyoma. Je suis quand même pour qu'on laisse le sélectionneur faire son travail.
pas parce qu'il est gabonais. Hein. Je pensais déjà ça de Patrice Neveu à ses débuts, parce que lui aussi a essuyé des critiques. Je pense qu'il faut laisser minimum le staff travailler dans la sérénité, mettre en place son plan, et on les juge à la fin. C'est quoi l'objectif? Quel est l'objectif? L'objectif, c'est la qualification à la CAN. Voyons si Thierry Mouyouma est capable de qualifier le Gabon à la prochaine CAN 2025. S'il n'est pas capable, la fédération prendra les décisions qui s'imposent. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque match, et moi je trouve ça un peu dérangeant pour travailler correctement et dans leur moyen terme, j'ai l'impression qu'à chaque match, tu dois passer un test de crédibilité. Je trouve que c'est pas une bonne ambiance de travail. Et là, je parle à vous, mes compatriotes gabonais, vous, supporters comme moi de l'équipe nationale. J'ai l'impression qu'à chaque fois, la section a fait ses listes. Oui, on peut discuter, on regarde tous le foot. Nous aussi, on peut discuter, on peut confronter nos opinions, on peut même ne pas être d'accord avec lui. Et voilà, mais une fois qu'on a dit ce qu'on a dit, il faut attendre le terrain. Et peut-être aussi cesser cette habitude de pessimisme, de misérabilisme. On perd, tout le monde est mauvais, tout le monde est beau, le coach, il faut le virer. On gagne, ça y est, c'est le Brésil, l'Espagne c'est qui devant nous, l'Argentine on la prend quand elle veut. Donc il faut qu'on prenne un peu de recul par rapport à ça. Moi je pense qu'il faut laisser Thierry Mouyouma travailler. Travailler avec ce qu'il a comme moyen et le juger, comme on dit, on juge le maçon au pied du mur. Et le juger par rapport aux objectifs qui sont fixés. Pour le moment, l'objectif est encore le téléchargement. Si l'objectif n'est pas totalement accompli, on tirera les conclusions qui s'imposent. D'elle-même, le terrain ne ment pas, comme on dit. C'est dans le terrain qu'il faut gagner les matchs. Voilà. Il a d'abord les éliminatoires de la CAN à mener. Lui-même l'a dit, le sectionnaire lui-même l'a dit. C'est la priorité des priorités, c'est qualifié pour la CAN. Il a les éliminatoires à la Coupe du Monde, on verra le parcours que le Gabon fait dans ces éliminatoires. Il a la gestion aussi du groupe à mener. Parce que je sais que beaucoup de gens veulent les retours de Didier Ibrahim et de Boupenza, par exemple. Thierry a mis en place une méthode, il a mis en place un cadre. Il faut voir comment ça se développe, l'équipe se développe et s'épanouit dans ce cadre-là. Certes, on a besoin de tous nos joueurs, mais il y a un cadre établi. Il faut que les joueurs rentrent dans le cadre fixé par le sélectionneur. Sinon, à quoi ça sert de nommer un sélectionneur pour qu'il fasse comme nous on voudrait au lieu de faire comme lui il entend, alors que c'est lui qui vit au quotidien les joueurs, c'est lui qui est à l'intérieur du groupe. Alors, je ne vais pas me faire son défenseur. À bien des écarts, on pourrait critiquer certaines choses, notamment la gestion de certains joueurs qui viennent et qui ne jouent jamais, même pas une minute. On pourrait se demander à ce moment-là pourquoi les faire venir. Bref, il a ses points critiquables, le sélectionneur, mais laissons-le travailler sereinement et voyons le résultat. Donc, vous avez compris, j'ai basculé un peu sur les divers. J'ai basculé un peu sur la dernière partie de ce live qui ne sera pas hyper long. Ce sera à peine 1 heure. Parce que demain, la vie reprend. On est bien content que l'équipe nationale remporte le match. Mais derrière, il y a la vie qui reprend. Donc oui, justement, toujours pour la perspective, je voudrais un peu discuter avec vous de la situation de certains joueurs cadres comme Bruno Ekolemanga. On a vu il est rentré en cours de match contre le Maroc. Ça n'a pas eu un impact particulier positif sur la défense gabonaise. Non pas que c'est sa faute, mais je n'ai pas observé un changement notable de la défense. Et aujourd'hui, il n'a pas joué. Le Gabon s'impose quand même. Il a un certain âge, Bruno Ekolemanga. Il n'a pas de club, surtout ça, à son âge. Donc je me demande, est-ce qu'on est en train d'assister doucement à la fin de Bruno Ekolemanga en sélection? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une interrogation que je me fais à moi-même. Ou est-ce que il rebondira, parce que un club, ça peut aller très vite. Il faut quand même un peu, je vais pas dire se dépêcher, mais c'est quelque chose à voir rapidement, parce que on est en septembre, le mercato estival européen, s'il compte continuer en Europe,
est fini. Donc, il y a encore des joueurs, il y a encore des ajustements à faire. Il y a des clubs qui ont encore des ajustements à faire, des besoins à combler. En plus, le marché du transfert a été un peu compliqué, et de plus en plus compliqué parce que de moins en moins de clubs ont de l'argent. Donc, certains clubs peuvent encore être tentés de recruter des joueurs, surtout des joueurs libres qui peuvent signer à tout moment. Mais bon, plus le temps passe, plus on se rapproche du mercato d'hiver. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'un club voudra prendre un joueur qui n'a pas joué, mettons une moitié de saison, plutôt que de prendre un joueur qui s'est entraîné ou qui n'est pas satisfait dans un club alors qu'il est en compétition? Bon, je pense que ça risque d'être compliqué. Bon, souvenons-nous un peu de Loïc Palin, on n'en parle plus beaucoup, mais c'était un cadre de l'équipe nationale, l'un des plus capés. Loïc Palin, il a disparu quasiment comme ça du jour au lendemain. Il n'a plus de club, on ne sait plus vraiment ce qu'il devient. Donc, c'est une interrogation que je me fais, que je vous partage ici aujourd'hui. Donc, toujours selon les divers, je reviens un peu à la situation de Didier Ndong, principalement, parce que Openza, le live qu'il a eu à faire, pour moi, de fait, avec le communiqué fait par la sélection, ce live le disqualifie totalement. Les propos qu'il aurait tenus à l'intérieur de ce live, c'est encore la communication de la fédération à l'époque. Donc, pour ce qui est de Didier Ndong, le sélectionneur national Mouvement en a parlé. Il a en quelque sorte reproché à Didier Ndong de ne pas avoir présenté ses excuses au peuple gabonais, alors qu'il avait, entre guillemets, abandonné l'équipe au moment où l'équipe avait besoin de lui. Donc, est-ce que vous pensez que dans ce laps de temps qui sépare le match d'aujourd'hui au prochain match, est-ce que vous pensez que ça pourra se décompter? Est-ce que vous pensez que Didier Ndong pourra se rapprocher du sélectionneur et suivre la feuille de route qu'il aura établie, à savoir présenter ses excuses pour pouvoir réintégrer la tanière? Donc là aussi, il y a une réflexion. Ça, c'est pour les situations individuelles. Et enfin, pour les prochains rassemblements, quels sont selon vous les joueurs qui pourraient rejoindre la tanière? Donc, on parle beaucoup de Noah Lemina. Pour ce qui est de Noah Lemina, je le répète, il faut voir s'il est performant dans son club d'abord. Il vient d'arriver dans un club, c'est un jeune joueur qui a été prêté en Italie, ensuite en Angleterre. Ça n'a pas forcément été des prêts réussis pour lui. Il est revenu au Paris Saint-Germain qu'il a transféré à Annecy, en Ligue 2. Pour moi, je trouve que c'est une étape dans sa carrière. Il ne faut pas le voir forcément négativement, à condition qu'il engrange du temps de jeu, parce que lui-même il avait dit, il était parti à Annecy parce qu'il avait besoin de temps de jeu. Donc j'espère qu'il aura ce temps de jeu. Pour le moment, il rentre en deuxième mi-temps. Le temps de jeu augmente sensiblement. Il faisait les 10 dernières minutes, maintenant il faut les 15. J'espère que ça ira en grandissant, à voir comment ça se développe par la suite. Voilà, il y a aussi, après au milieu de terrain, pour les matchs contre les États et le Gabon, il faudrait voir comment ça se passe pour Mario Lemina. J'espère qu'on n'aura pas d'autres forfaits, mais surtout, dans la perspective de ce match, je ne peux pas finir ce live sans parler du championnat national, des championnats nationaux, même championnat de première et de deuxième division. On ne peut pas espérer, à mon sens, à mon humble avis, nous ne pouvons pas, en tant que Gabonais, espérer des performances sportives intéressantes en football si nous n'avons pas la base de tout cela qui sont les championnats nationaux de première et de deuxième division. Le ministre des Sports avait dit à l'époque que le championnat devait commencer en septembre. Moi, j'ai des sérieux doutes parce que quand il annonce cette information, parallèlement, la Côte d'Ivoire annonce la reprise de son championnat pour septembre. Moi, j'ai essayé un peu de suivre les trajectoires des deux préparatifs des deux pays. En Côte d'Ivoire, on a vu une ferveur de reprise avec les examens médicaux, avec les clubs qui avaient repris, les joueurs qui étaient revenus dans leur club, les matchs amicaux, les mutations, les transferts. Voilà, il y a une dynamique de reprise qui est en place. Donc, on est en lieu d'être optimiste.
en Côte d'Ivoire que la reprise, ce sera effectivement pour septembre. De l'autre côté, au Gabon, c'est tout un contraste, c'est totalement contrasté par rapport à la Côte d'Ivoire. Je regarde, j'ai beau regarder, je vois pas les clubs qui ont vraiment repris. J'ai essayé de m'informer pour savoir s'il y a des clubs qui avaient repris. C'est un peu disparate, c'est un peu nuageux, brumeux. On ne voit pas bien. Les joueurs ont été encore il y a quelques jours dans les championnats de vacances. On a pu voir même des joueurs internationaux disputer des championnats de vacances de quartier ou de je sais pas quoi. Ça ne prend pas le chemin d'une reprise. Sachant qu'il y a les tests médicaux à faire, parce qu'il s'agit d'assurer la sécurité des joueurs. Il ne faut pas reprendre pour reprendre. Il y a toute une batterie de tests à faire d'abord pour tous les clubs de première et de deuxième division masculine et même féminine. Il ne faut pas oublier les filles aussi. Il y a toute une batterie à faire. Il y a toute une préparation athlétique à mener sur quand même 3 semaines et 1 mois avant de reprendre. Donc, sans parler de l'organisation, la mise en place du calendrier, travailler avec les arbitres, les officiels, le personnel médical pour chaque match. Tout ça, ça prend du temps. Donc, je ne vois pas comment on pourrait reprendre le championnat en septembre. Je me trompe peut-être, parce que le Gabon, c'est parfois le pays des miracles. On a voulu faire récemment un championnat très condensé en 3 mois, après un arrêt de plusieurs mois. Je me demande ce que ça aurait donné sur le physique des joueurs. Donc voilà, dans la perspective même, non seulement du match du Lesotho, mais au-delà, des rendez-vous internationaux que le Gabon a, il y a les U20, les Panthères U20 qui doivent disputer le tournoi de la CEMAC, le tournoi de l'UNIFAC, pardon, bientôt. Quelle préparation, sur quelle base la sélection a été faite, les jeunes ne sont pas en compétition, quelle est la forme athlétique de ces jeunes, quel est l'impact sur leur physique, est-ce qu'on a bien pensé à leur sécurité? Alors, je ne prétends pas tout savoir, mais c'est les questions que je me pose quand même. Dans quelles conditions on emmène ces jeunes-là à compétir? Alors que, à moins qu'il y ait eu un regroupement depuis des semaines que la fédération a fait, ce sur quoi j'ai des doutes, voilà, il y a des échéances à venir pour toutes les catégories au niveau international, Play A au niveau international. On ne peut pas continuer comme ça à espérer des résultats si derrière on n'a pas de championnat. Pour moi, c'est le minimum. Et que les pays qui se portent bien ont un championnat local qui se déroule à peu près convenablement. Tout ne sera pas parfait, mais si déjà on peut tenir un championnat, dire la date de début de ce championnat et la date de fin, et que ça se tienne de cette manière-là, que c'est respecté, pour moi, ce serait déjà une énorme avancée. Et pour le moment, ça n'en prend pas le chemin. Je lis un peu vos réactions. Pierre Minko me dit, pourquoi Thierry Mouyama est hésitant dans les changements alors qu'on a bien Kobwanga qui était cramé, on a bien vu que Kobwanga était cramé en fin de match. Et qu'en est-il finalement de Nathan Goumou pour le Gabon? Alors, Nathan Goumou, je commence par la fin, hein, Pierrick, je te tutoie. Pour ce qui est de Nathan Goumou, bon, peut-être que toi tu peux nous partager une information, mais de ce que j'en savais, il était encore indécis sur sa nationalité sportive. Donc voilà. Et pour ce qui est des changements, oui, là je partage ton opinion. Donc, pour moi, ça, quelque part, je me dis, ça dénote d'un manque de confiance des sélectionneurs envers les joueurs que lui-même a convoqués. Parce qu'on retombe à peu près dans la... Enfin, après, il le dit lui-même, que la profondeur de banc est liée aussi au championnat. Ce que disait d'ailleurs Patrice Neveu avant lui. Donc, ça, on peut quand même accorder à ces sélectionneurs-là ce point-là. Patrice Neveu le disait aussi, que la profondeur de banc, il a du mal parce que il n'y a pas de championnat local. Donc, Patrice Neveu en a souffert aussi. Le souci, c'est quand même de savoir pourquoi alors on sélectionne ces joueurs, ils servent à quoi, de sparring partner aux autres. Donc, dans la gestion de groupe, je ne sais pas, est-ce que ces joueurs-là ne voudraient pas rester en club pour continuer à travailler dans leur club respectif pour être performants, pour progresser? C'est à savoir, effectivement, oui, des changements souvent poste pour poste. Hein, en tout cas, bon, si les besoins tactiques l'imposent, pourquoi pas, hein, c'est le sélectionneur. Mais effectivement, bon, voilà, il y a des changements plutôt tardifs, et souvent les mêmes joueurs qui rentrent. Dans ce rassemblement, on verra comment ça se développe pour la suite. Mais je suis d'accord avec ta remarque, Pierre Mingo. Donc,
Donc voilà, pour revenir un peu sur ce que disait Michel André Orondo, sur le fait que Thierry m'a tenu son match de référence. Bon là, Michel, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, comme je l'ai dit. Moi, la façon dont je vois la performance du Gabon, je la mets en perspective avec le projet de jeu. Est-ce que le Gabon a joué conformément à son projet de jeu? Aujourd'hui, je dirais non. Le projet de jeu exige notamment la possession de balle. Le Gabon n'a pas eu une possession de balle. Et le Gabon a partagé la possession de balle avec la Centrafrique. Au contraire, le Gabon a même plutôt joué en transition. Ce qui d'ailleurs, pour revenir au cas de Bouanga, de mon point de vue, favorise Denis Bouanga. Beaucoup de gens se demandent pourquoi Bouanga marque autant en MLS. Essayez même, pas forcément de regarder les buts, vu que les matchs ont lieu tard dans la nuit, mais pas forcément regarder le match, vu que les matchs ont lieu tard dans la nuit, mais regarder au moins les buts. C'est souvent des buts de transition. Hein, parce que Los Angeles joue en 3-4-3 avec beaucoup de phases de transition. Donc forcément, donc, quand on joue en transition, Bouanga s'exprime un peu plus. Face à un bloc bas adverse, très resserré, là où il faut absolument faire beaucoup d'exploits individuels. Parce que Bouanga, c'est un joueur de vitesse, tout comme Xavi Lobita d'ailleurs. Ce sont aussi des joueurs de vitesse, et donc ils ont besoin d'espace pour s'exprimer. Tout comme d'ailleurs Aubameyang. Même si son expérience à Aubameyang lui permet désormais d'évoluer même face à un bloc très bas. Donc voilà. Et donc c'était ça. Je disais à Michel André que moi je suis pas totalement d'accord que ce soit un match référence. Dans tous les cas, mentalement, c'est un match qui va faire du bien. On devait gagner, il y avait de la pression et on a gagné. Ça va faire du bien à l'équipe. On a fini un match sans encaisser le but. Ça aussi, ça va faire du bien à la défense. Et au gardien Loïs Baba, comme je l'ai dit, que j'ai trouvé un peu fébrile sur certains moments. Et les joueurs comme Xavi Labika a marqué, parce que je le répète, Xavi s'était un peu exposé. Après, parce que le Gabonais, il est comme ça, on est comme ça. Et si tu parles, il faut que tu prouves. Donc, sur le terrain, il faut que tu montres de quoi tu es capable. Donc, quand le Maroc, ça n'avait pas été le cas, il faut aussi le connaître. Mais aujourd'hui, il est buteur, ça va lui faire du bien au moral. Troisième but de Xavi Labika en ce début de saison, parce qu'il avait marqué 2 avec Toulouse, son club, et là, avec l'équipe nationale, ça va lui faire beaucoup de bien. Donc j'espère qu'il continuera sur ça dans son club et qu'il nous reviendra, si le sélectionneur le sélectionne, et qu'il nous reviendra en grande forme mentale pour les matchs contre les autres. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, ce que j'avais à vous partager avec vous aujourd'hui sur cette victoire des Panthères du Gabon. Ce qui nous fait beaucoup de bien aussi à tous, hein. En tant que Gabonais, savoir que notre équipe nationale gagne, forcément, on dort un peu mieux, on dort avec le sourire, hein, ce qui n'est pas toujours évident tous les jours. Voilà. Donc, bon, voilà. Merci à vous d'avoir été présents, merci à vous d'avoir réagi. J'espère vous retrouver très bientôt dans un autre live, dans d'autres lives qui parleront de joueurs, de la sélection, de tout ce qui tourne autour du football gabonais. Sur ce, je vous remercie encore, bonne soirée à tous et passez une très bonne semaine et allez les Panthères.